Bonjour, je vais intervenir dans cette vidéoconférence sur le thème de l'islam, l'Occident et le recours aux fondements religieux. Cette thématique m'a été suggérée à l'invitation du Collège des Bernardins, et que je salue tout particulièrement, ainsi que Jacques Hunzinger pour l'organisation de ce séminaire autour du dialogue islamo-chrétien. Et on m'a sollicité pour intervenir sur le thème du fondamentalisme islamique et du rapport à l'autre. Et je compte explorer cet aspect en ayant recours à une approche dialectique tenant compte tant de l'islam que de l'Occident. Même si beaucoup sont intéressés en premier lieu par le fondamentalisme islamique, ou ce que l'on appelle comme tel, on ne peut en réalité faire l'économie de cette approche dialectique qui est la condition du dialogue. Explorer les possibilités d'échange avec ce que l'on appelle fondamentalisme islamique fait d'autant plus sens pour moi que je suis l'avocat depuis plusieurs années au Maroc et dans le monde arabe d'un dialogue entre les mouvements islamiques et la gauche dont je suis moi-même issu. J'ai également été amené à travailler sur ces mouvements, sur les mouvements dits islamiques, tant sur un plan ethnographique que conceptuel, et j'espère partager avec vous un effort de compréhension et de respect qui doit déterminer toute relation à l'autre. Je souhaite rappeler que dans ce moment, un échange réel n'est possible que si nous avons à l'esprit la nature de la représentation de l'islam dans les imaginaires européens et français, ainsi que dans les écrits savants sur l'islam et les musulmans publiés en France depuis plus de 2 siècles. Dans tout questionnement sur la relation entre islam et Occident, on ne peut faire l'économie de la réflexion initiée par Edward Said dans l'orientalisme, paru en 1978, et prolongée dans un autre ouvrage, Culture et impérialisme, publié en 1993. Dans ces ouvrages, encore trop peu méconnus en France, Edward Said montre comment une image fantasmée de l'Orient, de l'islam, des Arabes, a été forgée par des romans de Flaubert ou de Camus, des traités encyclopédiques de Sylvestre de Sacy ou des essais de Ernest Renan. Ces travaux doivent nous amener à réfléchir sur la relation structurelle entre la représentation de l'autre et la relation de domination. La production du savoir sur l'islam est structurellement liée au pouvoir colonial qui avait besoin de connaître l'autre pour mieux le dominer. Cette relation entre savoir et pouvoir est encore à l'œuvre aujourd'hui dans les rapports néocoloniaux qu'on retrouve, par exemple, entre la France et l'Afrique du Nord. Par rapport à l'orientalisme classique, le néo-orientalisme qui s'est développé dans l'université française et dans la sphère de l'expertise depuis une trentaine d'années est certes beaucoup moins érudit que l'orientalisme classique, mais tout aussi proche des centres de pouvoir. Souvent superficiel, ce néo-orientalisme est très sollicité dans les médias et contribue à maintenir les représentations hostiles à l'islam dans l'imaginaire français. Je dois ici attirer votre attention sur un autre problème, cette fois lié non pas directement à l'islam,
mais à la manière dont euh, la religion est conçue et représentée dans les écrits dominants de la modernité en France. L'histoire dominante de la modernité en France et en Europe, et du fait peut-être plus encore en France, du fait du laïcisme qui prévaut, est souvent conçue comme une trajectoire linéaire de la sécularisation. Dans ce récit de la sécularisation fortement influencé par les Lumières, l'émergence du monde moderne se sera faite en opposition à la religion et au prix d'une sortie de la religion. Ce type de récit, qui oppose de manière manichéenne religion et modernité, autonomie de la loi et hétéronomie du dogme, lumière de la raison et obscurantisme de la foi, liberté du citoyen et servitude du croyant, ce type de récit, construit sur ces oppositions binaires, peine à rendre intelligibles les manifestations contemporaines du religieux. Dans un monde que les héritiers de la philosophie des Lumières ont pensé comme séculier, la force des phénomènes religieux dans les sphères publiques, tant nationales que mondiales, est perçue exclusivement comme une menace sur les libertés et sur le mode de vie des modernes. Plusieurs écrits suggèrent que nous vivrions une époque, plus qu'aucune autre, sous l'emprise d'un retour du religieux, dont les fondamentalismes seraient la forme la plus extrême. Depuis plus d'une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis la révolution islamique d'Iran en 1979, le thème du retour au religieux est régulièrement évoqué dans les médias et les travaux académiques, d'abord en relation avec l'islam, puis ultérieurement avec le christianisme et d'autres confessions. Prenons garde aux effets de mode et rappelons que le retour du religieux, en référence au christianisme, est un thème récurrent en Occident, particulièrement en France, après la Révolution de 1789. On peut même dire que tout au long du XIXe siècle, la France est tentée par ce thème depuis Chateaubriand et son génie du christianisme, jusqu'à Renan qui évoque, je cite, le retour de la religion en fin de siècle, dans son ouvrage Études d'histoire religieuse, en passant par Guizot, qui parle, je cite, de réveil chrétien dans son ouvrage Méditation sur la religion chrétienne. Le recours aux fondements religieux n'est pas le propre des fondamentalismes, mais constitue une composante souvent occultée de la modernité. Revenons au grand texte de la philosophie européenne et on trouvera une formulation théologico-politique de la modernité plutôt qu'une formulation séculière. Dans le Léviathan, Thomas Hobbes, qui est sans doute le théoricien le plus important de l'État moderne, s'appuie sur des fondements religieux. Hobbes présente l'État comme un Dieu mortel et a recours au texte de l'Ancien comme du Nouveau Testament pour justifier l'étendue des pouvoirs du souverain, ce qu'il appelle le souverain. Et si vous prenez la troisième et la quatrième partie du Léviathan, Thomas Hobbes développe même sa propre herméneutique biblique destinée à la communauté chrétienne,
ce qu'il appelle the Christian Commonwealth. Le recours aux fondements religieux est également un élément central dans plusieurs textes de Hegel, dont on connaît l'importance dans l'histoire de la philosophie occidentale. Dans la phénoménologie de l'esprit, ou les leçons sur la philosophie de l'histoire, on voit que Hegel conçoit la religion non seulement comme un élément central dans le rapport de la conscience au monde, mais aussi dans la marche de l'histoire. Dans l'encyclopédie, Hegel identifie la philosophie et la religion dans une même capacité à unifier dans une unité cohérente le sujet et l'objet, la vie intérieure de l'homme et son ancrage dans le monde extérieur. Les grands changements, les grands moments de changement religieux dans le christianisme se sont déroulés en relation avec le retour au fondement de la révélation. Comme le souligne Jean-Luc Nancy dans son ouvrage La décloison, déconstruction du christianisme, je cite, « Le christianisme est engagé dès son commencement dans un perpétuel procès d'autorectification ou d'autodépassement, le plus souvent sous la forme d'une auto-rétrospection en vue d'un retour à une origine plus pure, qui se poursuit aujourd'hui, mais qui commence déjà entre les évangiles et Paul, entre Paul et Jacques, dans les origines du monachisme, puis, bien entendu, dans les diverses réformes. La réforme initiée par Luther, souvent présentée comme un des plus importants moments dans l'histoire de la modernité occidentale, illustre également la référence au fondement du christianisme. Dans ce texte sur la lettre et l'esprit dans l'interprétation des Écritures, ou encore dans ce texte sur la liberté du chrétien ou sur le pouvoir de l'autorité séculière, Luther s'appuie sur une interprétation du Nouveau Testament et notamment les épîtres de Paul pour démocratiser la relation au divin et offrir à chaque chrétien la possibilité d'accéder à la foi sans passer par la médiation de l'institution ecclésiale. On ne saurait donc occulter dans notre réflexion sur la religion la tension structurant la modernité occidentale et le récit qui en est fait entre, d'une part, une sécularisation linéaire et d'autre part, une généalogie chrétienne. D'un côté, la modernité se serait construite contre le religieux, de l'autre, la modernité aurait pris naissance dans des valeurs, des croyances et des institutions chrétiennes. À travers les exemples de Hobbes, Hegel ou Luther et la mise en évidence de la tension entre généalogie chrétienne et séculière structurant le récit occidental de la modernité, j'espère attirer votre attention sur la nécessité de prendre au sérieux un instant ce qui est désigné comme fondamentalisme islamique, c'est-à-dire faire l'effort de compréhension avant de s'enfermer dans des jugements péremptoires. Ce que je veux suggérer ici, c'est que le recours aux fondements religieux est constitutif de la modernité occidentale et ne peut être considéré comme une réaction obscurantiste ou l'expression d'un passéisme qui serait les traits distinctifs du fondamentalisme de l'autre. Le rapport que les musulmans contemporains doivent entretenir au fondement de l'islam est soulevé avec acuité par les mouvements islamiques. Et bien entendu, dans tout fondamentalisme, ce qui est posé avec force,
c'est précis.